à partir du moment où Charles Ier monta sur le trône d'Angleterre en 1625. Ce n'était qu'une question de temps avant qu'il ne plonge son pays dans la guerre. En tant que fervent croyant au droit divin des rois, l'idée que le pouvoir royal lui avait été accordé par Dieu lui-même, Charles ne ressentait que du mépris pour le gouvernement parlementaire. Le Parlement existait pour modérer le règne de la monarchie, veillant à ce que les affaires économiques, militaires et juridiques soient supervisées par un organe directeur plus large qui aidait le roi dans ses prises de décision ou bloquait ses violations de certaines politiques. À maintes reprises, le roi Charles tenta d'usurper le Parlement, déterminé à gouverner l'Angleterre avec un pouvoir absolu et illimité. En janvier 1642, les tensions longtemps bouillonnantes entre la couronne britannique et le gouvernement parlementaire éclatèrent en une véritable guerre civile. Au début, le roi Charles espérait écraser la rébellion croissante en une seule bataille décisive, appelant ses riches alliés royalistes à rassembler leurs forces afin de rencontrer celles levées par le Parlement. Cependant, un affrontement majeur ne se produisit pas avant près d'un an. Les armées erraient à travers la campagne anglaise, tandis que leurs patrouilles et éclaireurs s'engageaient dans de petites escarmouches sans importance. Enfin, le 23 octobre 1642, les deux camps se rencontrèrent dans un endroit connu sous le nom d'Edge Hill. Les champs verts ouverts et les collines ondulantes n'avaient que peu de valeur stratégique pour l'un ou l'autre camp. Ce n'était qu'une coïncidence que les deux forces se soient trouvées à proximité et aient convergé sur cet endroit, frappant leurs tambours, aiguisant leurs lames et chargeant leurs mousquets pour la bataille tant attendue. Peu après l'aube, les deux forces se massèrent sur le champ de bataille. Des milliers d'hommes en grande partie, composés de jeunes soldats à peine entraînés. Bien qu'on fût en plein air de la poudre à canon, le combat rappelait davantage une mêlée médiévale. Les troupes royalistes et parlementaires chargèrent pour se rencontrer face à face. Pistolets et mousquets tirèrent à bout portant. Quand les hommes manquèrent de poudre noire, ils utilisèrent leurs épées, poignards, pics et baïonnettes, et lorsque celles-ci se brisèrent, ils se tournèrent vers des pierres, et même leurs propres poings. Du lever au coucher du soleil, les commandants des deux camps observèrent leurs hommes engagés dans un massacre incessant. L'air se remplissait du tonnerre des armes, du choc des lames et des cris des mourants. Lorsque le soleil disparut derrière l'horizon occidental, peu de soldats restaient debout. Ceux qui restaient erraient sans but parmi une mer de cadavres, l'air épaissi d'une brume de fumée de poudre. Finalement, les deux camps sonnèrent la retraite, laissant Edge Hill trempé du sang de 4000 hommes morts et blessés. Aucun camp ne put revendiquer la victoire. Au petit matin suivant, le 24 octobre, les hommes des deux camps se rassemblèrent de nouveau, se préparant à reprendre la mêlée. Heureusement, cependant, une seconde journée de combat n'eut jamais lieu à Edge Hill. À la place, les deux camps errèrent sur le champ de bataille, ramassant les blessés et les armes avant de quitter complètement les lieux. Le roi Charles avait espéré mettre fin à la guerre à Edge Hill. Mais au lieu de cela, ce bain de sang n'était que le début. La bataille établit un ton macabre qui se poursuivrait pendant tout le reste de la guerre civile anglaise, alors que la guerre se déplaçait vers d'autres régions de l'Angleterre. Il ne fallut pas longtemps pour que la vie normale reprenne à Edge Hill et chez ses habitants. Les corps des morts furent collectés pour être enterrés dans un cimetière voisin. Et bientôt les bergers ramenèrent leurs troupeaux paître sur les douces collines. Pour quiconque ignorait ce qui s'était passé là quelques mois auparavant, c'était presque comme si la guerre n'avait jamais touché ce coin tranquille du pays. Cependant, selon les témoignages historiques, les esprits des hommes tués à Edge Hill tenaient à garder leur mémoire vivante. Maître Georges, vois-tu encore comment la lune pâlit dans cette nuit étrange? Oui, ce lieu, il me semble,
portent de sombres souvenirs qu'aucun homme ne souhaiterait supporter. Je dis que tu dis vrai. Sur ce sol même, il y a 3 mois, des hommes ont rencontré leur mort dans la plus impie des guerres. Les hommes du roi et ceux du Parlement. Nul n'avait de pitié dans leur lame. Tu le sais bien, Georges, je m'en souviens clairement, bien que je ferais mieux de l'oublier pour trouver le sommeil. J'ai entendu dire que plus d'1 millier d'âmes furent perdues à la fin de la journée. Oh oui, et pourtant, quelle chaleur donne la terre pour que les herbes des hommes mourants poussent tardies et vertes sur leurs ruines, comme si elles n'avaient jamais été. Des paroles vraies, mais cruelles, Will. La colline garde son secret, assurément, mais mon cœur est lourd de marcher ici, sachant que leur sang repose en dessous. Mon cousin, pauvre garçon, n'avait que 20 ans. Maintenant, ses os reposent éparpillés, comme s'il n'était qu'une bête. Oh, entends-tu cela, Georges? Eh, que Dieu m'en soit témoin, je pensais que l'air vibrait de murmures étranges. Regarde l'air tourbillonner dans les cieux. Mes yeux me trompent-ils? Ou ne sommes-nous que des ombres face à un monde qui n'est pas le nôtre? Par tous les saints, ce sont des hommes se battant et mourant, comme ils le firent autrefois. En janvier 1643, l'historien John Arrowsmith écrivit un document intitulé « Un grand prodige dans les cieux », dans lequel il décrit l'histoire de quelques bergers locaux qui, en gardant leurs troupeaux sur le champ de bataille d'Edge Hill, furent témoins de quelque chose d'aussi troublant que remarquable. Alors que les bergers étaient assis sous les étoiles, ils furent alarmés lorsque le silence de la nuit fut brisé par l'écho de cors et de tambours, semblables à ceux d'une armée en rassemblement. Les bergers écoutèrent les tambours devenir plus forts, et bientôt les sons de la bataille suivirent. Des armes tonnèrent, des hommes et des chevaux hurlant dans une terrible agonie. C'était comme si la guerre en cours était revenue à Edge Hill. Et pourtant, la campagne sur des kilomètres autour était complètement vide. Quelque chose attira alors l'attention des bergers vers le ciel nocturne au-dessus d'eux. John Arrowsmith décrivit ce qu'ils virent. Il arriva que les voyageurs, stupéfaits et effrayés, virent dans l'air les mêmes soldats incorporels qui faisaient ces clameurs, et une armée portait les couleurs du roi, l'autre celle du Parlement à leur tête. L'affrontement dura jusqu'à 2 ou 3 heures du matin. Ce combat effroyable, le cliquetis des armes, le bruit des canons, les cris des soldats, tout cela émerveillait et terrifiait les pauvres hommes sur la route qui virent tout cela au seuil des cieux. Dans les étoiles et les nuages au-dessus d'Edge Hill, les hommes auraient apparemment observé les formes fantomatiques de soldats, encore engagés dans la bataille qui avait pris fin des mois auparavant. Alarmés, les bergers rassemblèrent rapidement leurs troupeaux et se retirèrent vers la ville voisine, où ils alertèrent les autorités locales de ce qu'ils venaient de voir. Les autorités, bien sûr, pensèrent que les hommes étaient ivres ou inventaient toute l'histoire. Probablement les deux, mais les bergers insistèrent. Finalement, ce fut suffisant pour convaincre les autorités, y compris le juge de paix et le clergé de la ville, ainsi qu'un groupe de citoyens curieux, de se rendre au champ de bataille le soir suivant, dans l'espoir de voir le phénomène. Ils ne furent pas déçus. Encore une fois, les sons lointains de la bataille annoncèrent l'arrivée des armées spectrales, qui s'affrontèrent une fois de plus, dans le ciel sombre, au-dessus d'Edge Hill. Les bergers avaient dit la vérité. Au fil des semaines, les récits des sons et apparitions fantomatiques d'Edge Hill commencèrent à se répandre dans toute l'Angleterre, finissant par attirer l'attention du roi Charles. Ayant été présent lors de la bataille, le roi avait été témoin du carnage de ses propres yeux. Un peu superstitieux lui-même, il s'intéressa vivement aux histoires et envoya immédiatement quelques-uns de ses officiers de confiance dans la région pour voir si les affirmations étaient vraies. Les hommes qu'il envoya avaient combattu à Edge Hill. Ils faisaient partie des rares survivants. Il n'est donc pas surprenant que, lorsqu'ils visitèrent le site et revinrent auprès du roi, leur rapport lui glaça le sang. Tout ce que le roi avait entendu était vrai,
Qui plus est, ces soldats affirmèrent avoir reconnu certains des visages des soldats fantômes combattant dans le ciel. Ce fut clairement une expérience traumatisante pour eux. Certains visages qu'ils reconnurent étaient ceux d'amis, proches, tués pendant la bataille. Peut-être ne s'agit-il que d'histoire. Depuis que ces récits historiques ont été consignés, il n'existe que peu de témoignages plus contemporains d'événements paranormaux à Edge Hill. Mais l'histoire persiste, comme une légende locale. Si quelqu'un passait par la région à l'anniversaire de la bataille, et s'il écoutait attentivement, comme le roi Charles, tous ses doutes disparaîtraient. Il existe un sentiment inhérent de tragédie qui accompagne la guerre civile. Peu importe la noblesse de la cause, les voisins deviennent ennemis. Les compatriotes se retournent les uns contre les autres, alors que les lignes de bataille se tracent entre les États, les villes, les communautés, et même au sein des familles. Peut-être que ce genre de sentiment tragique est ce qui alimente l'activité paranormale dans des lieux comme Edge Hill, où de nombreux Anglais versèrent le sang les uns des autres. Dispersés à travers les États de l'Est et du Centre, les champs de bataille de la guerre civile américaine sont un témoignage emblématique de la brutalité des conflits civils, et la plupart sont réputés hantés. Mais parmi tous ceux où des fantômes et spectres ont été rapportés, le champ de bataille de Gettysburg est en tête de liste. Nichée dans le sud de la Pennsylvanie, la petite ville tranquille se retrouverait au cœur de l'une des batailles les plus décisives de la guerre civile. Fait intéressant, la manière dont la bataille commença n'est pas si différente de celle d'Edge Hill 2 siècles plus tôt. À l'été 1863, l'armée confédérée de Virginie du Nord du général Robert E. Lee lança sa seconde invasion du Nord, ayant pour intention de menacer les villes de Philadelphie, Baltimore et même la capitale nationale, Washington, D.C. Une force confédérée de plus de 70 000 hommes fut donc chargée de pénétrer dans l'État de Pennsylvanie. La force de l'Union chargée de les arrêter était l'armée du Potomac du général George Meade, qui surpassait les confédérés avec ses 100 000 soldats. Pendant une grande partie du mois de juin, les troupes de l'Union cherchèrent les confédérés, ne rencontrant que des éclaireurs et éléments de reconnaissance dispersés dans les collines de Pennsylvanie. Cependant, une rencontre fortuite, le 1er juillet 1863, entre de petites unités de cavalerie de l'Union et des confédérés dans la ville de Gettysburg, alluma la mèche de ce qui deviendrait rapidement la bataille la plus sanglante de l'histoire américaine. Les deux armées convergèrent sur la ville, s'affrontant dans ses rues et ses forêts environnantes. Le massacre se poursuivit pendant les 3 jours suivants. Lorsque les tirs cessèrent, ce fut l'Union qui se tenait victorieuse. Mais bien que le cours de la guerre se fût désormais violemment retourné contre le Sud, le coup de la bataille était difficile à supporter pour tous les Américains. Les gens étaient déjà habitués à la mort et à la destruction sans précédent de la guerre. Mais la bataille de Gettysburg allait faire environ 50 000 victimes en seulement 72 heures de combat. Alors que la guerre se déplaçait ailleurs, les citoyens de Gettysburg étaient laissés épuisés, contraints d'enterrer les soldats tombés dans des fosses peu profondes ou des tombes communes, pour que des pluies torrentielles viennent ensuite déterrer les corps en décomposition. C'était une scène macabre. Il ne fallut pas longtemps, après la fin de la bataille, pour que d'étranges histoires commencent à circuler dans la ville et alentour. Des histoires suggérant que les esprits d'innombrables soldats, confédérés, et de l'Union n'étaient pas vraiment partis. À ce jour, Gettysburg est un lieu phare pour les amateurs d'histoire, comme pour les passionnés du paranormal. La petite ville accueille chaque année plus d'1 million de visiteurs. L'un de ces visiteurs, en 2015, fut une femme anonyme que nous appellerons Kate. Partageant son histoire en ligne sous le pseudonyme Running, Kate se souvenait de vacances familiales durant lesquelles sa famille avait décidé d'explorer le champ de bataille de Gettysburg. En parcourant la zone, ils passèrent la moitié de leur temps à enlever les tiques de leurs vêtements en traversant l'herbe épaisse du champ de bataille. Mais dans l'ensemble,
Elle appréciait l'immersion dans l'histoire de la guerre civile. Puis quelque chose d'étrange se produisit. C'était tellement bizarre, n'est-ce pas, maman? Il s'est juste redressé d'un coup en disant qu'il entendait des canons tirer alors qu'il n'y avait pas un bruit. Ça m'a un peu fait flipper. Eh bien, le gars de la balade fantôme nous a dit hier que les gens entendent toujours des fantômes de canon, des coups de fusil et tout ça. Je ne sais pas si j'y crois. On dirait juste des bêtises inventées pour attirer les touristes. Musique, d'où ça vient? Hein? Mais il est si tard, le soir. Vous avez entendu parler d'une reconstitution aujourd'hui? Non. Bon, je suppose qu'on devrait y aller. On ne veut pas rester coincé ici après la nuit, vous savez. Ravi d'avoir parlé avec vous. Allez, dépêchez-vous. Musique. Grande amatrice d'histoire, j'étais ravi de voir le champ de bataille. Le temps était incroyable, et l'atmosphère était sombre et paisible. La première journée fut surtout passée au musée et à marcher dans certaines parties du champ de bataille. Rien ne s'est vraiment passé jusqu'à ce que nous nous préparions à aller dormir dans la chambre d'hôtel. Mon frère s'est soudainement relevé dans le lit et a couru vers la porte, l'a ouverte et est sorti dans le couloir. Nous lui avons demandé s'il allait bien, et il nous a alors demandé si nous avions entendu des hommes crier des ordres et des tirs de canon. Nous étions 4 dans la chambre, et personne d'autre n'avait entendu quoi que ce soit. Au cours des jours suivants de leurs vacances, Kate et sa famille visitèrent un certain nombre de sites autour de la ville, chacun ayant joué un rôle clé dans la bataille historique et regorgeant de légendes paranormales. L'un de ces endroits était une colline appelée Little Round Top. En explorant le sommet, Kate expliqua qu'elle s'était allongée sur le ventre entre des rochers, visant au loin avec un fusil imaginaire, essayant de se mettre dans la peau des nombreux soldats de l'Union morts en défendant la colline contre l'assaut confédéré. En regardant au loin, elle sentit soudain une main se poser doucement sur son épaule, avant qu'une voix ne murmure à son oreille « Je le vois ». Surprise, Kate se retourna, prête à engueuler son frère, qui était clairement en train de lui faire une blague. Mais il se tenait près d'un petit monument à plusieurs mètres de là. Bien que non terrifiante, l'incident troubla Kate, qui commença à avoir l'impression que quelqu'un se cachait derrière chaque rocher et chaque arbre au sommet de la colline. Après que son frère et son père décidèrent de retourner à l'hôtel, Kate continua d'explorer le champ de bataille avec sa mère. Les 2 femmes s'approchèrent alors d'un couple plus âgé, garé le long d'un tronçon de route. Alors qu'ils discutaient, leur conversation fut soudainement interrompue par un son distinctement inquiétant. Il venait de la direction du champ de bataille désert. Tous fixaient maintenant les vallées et les lignes d'arbres. Ils se demandèrent s'il y avait une reconstitution de la guerre civile en cours. Résonnant au-dessus des champs étaient les sons d'un fifre et de tambours, utilisés par les soldats de la guerre civile lorsqu'ils marchaient. Mais il n'y avait personne en vue, et les sons ne semblaient pas venir de loin. Le couple âgé était visiblement bouleversé. Kate expliqua qu'ils s'excusèrent rapidement avant de monter dans leur voiture et de partir. Désormais seuls au bord du champ, Kate et sa mère continuèrent d'écouter ces étranges airs militaires, se demandant d'où ils pouvaient venir. Le soleil se couchait. Il semblait improbable que quelqu'un soit encore dehors à cette heure, et encore moins pour jouer une reconstitution. Kate repensa alors à la voix fantomatique qu'elle avait entendue à Little Round Top. Elle n'en dit rien à sa mère, mais elle ne pouvait s'empêcher de se demander si cette musique étrange n'était pas une autre cicatrice laissée par tout ce sang répandu. Le dernier jour de leurs vacances, Kate et sa mère partirent explorer la colline adjacente à Little Round Top, justement nommée Big Round Top. C'est ici que les Confédérés lancèrent leurs violentes attaques sur les positions fédérales du sommet plus petit en face. Les jambes fatiguées par des jours de randonnée, Kate et sa mère quittèrent le sentier, s'asseyant sur un des nombreux petits rochers pour se reposer. C'est alors qu'un autre événement étrange se produisit. Tout devint soudain silencieux, au point qu'il n'y avait plus de grillons, plus d'oiseaux
ni aucun autre son de la forêt. Puis d'un seul coup, nous avons entendu des chevaux renâcler, trotter, galoper autour de nous. On aurait vraiment dit que nous étions en plein milieu d'une bataille. Un clairon sonnait, des lames s'entrechoquaient, des mousquets tiraient, et beaucoup d'hommes criaient. Nous étions sous le choc total, et cela dura peut-être 2 minutes. Puis tout s'est arrêté. Nous avons commencé à parler de ce que nous venions de vivre, et ensuite, nous avons entendu plusieurs hommes appeler à l'aide. À l'aide, aidez-moi, je ne veux pas mourir. Et des pleurs. Les pensées concernant leurs jambes douloureuses, oubliées, Kate et sa mère n'hésitèrent pas une seconde pour courir jusqu'au parking voisin. Elles tombèrent sur un garde forestier. L'homme fixa les 2 femmes, maintenant en sueur et essoufflées, mais totalement pâles. Le garde ne sembla pas surpris. Apparemment, c'était une expression qu'il avait vue sur le visage de nombreux visiteurs de Gettysburg au fil des ans. Tout comme les États-Unis et la Grande-Bretagne, l'histoire de la France est fréquemment marquée par des périodes de guerre. Le pays européen a été le théâtre de certaines des batailles les plus sanglantes et les plus importantes de l'histoire, étant l'une des scènes principales des Premières et Secondes Guerres mondiales. Cela étant dit, il n'est pas surprenant que les nombreux champs de bataille du pays, des plages de Normandie aux plaines du Sud, soient réputés hantés. Située sur la côte française, la pittoresque ville de Dieppe fut l'un de ces champs de bataille, souvent passé sous silence face aux grandes batailles de la Seconde Guerre mondiale. Les événements tragiques qui se déroulèrent le 19 août 1942 planent encore largement sur cette communauté maritime. Dans l'espoir de tester la résistance des défenses allemandes le long de la côte française, les commandants alliés élaborèrent un plan pour un raid éclair sur Dieppe et son petit port. La stratégie était audacieuse. Une force de raid composée de 237 petits navires de la Royal Navy et d'embarcations de débarquement traverserait la Manche sans être détectée avant de débarquer. En tête de cet assaut se trouveraient 5000 soldats canadiens menant leur première grande action de la guerre, aux côtés de 1000 commandos britanniques et 50 Rangers de l'armée américaine. Le raid, baptisé Opération Jubilee, s'effondra lorsque le groupe d'assaut approcha de la côte française. Après avoir été repéré par des patrouilles allemandes, un affrontement éclata, alertant la garnison allemande stationnée à Dieppe. Peu après l'aube du 19 août 1942, les premières vagues de troupes canadiennes, qui s'attendaient à surprendre l'ennemi, trouvèrent les forces allemandes prêtes et bien positionnées derrière une défense coordonnée. En débarquant de leurs embarcations, les Canadiens pénétrèrent dans une zone de tir meurtrière. Les tirs de mitrailleuses et de fusils les frappèrent depuis la ville, devant eux, et depuis les hautes falaises encadrant les 2 extrémités de la plage. Pendant ce temps, l'artillerie et les mortiers pleuvaient d'en haut, neutralisant les chars immobilisés dans les graviers meubles de la plage. Bien que les troupes alliées se battirent courageusement, le raid fut un échec coûteux. Sur les 5000 Canadiens ayant débarqué, 907 furent tués, 2460 blessés et environ 2000 capturés. Bien que l'opération Jubilee ait fourni aux Alliés des renseignements précieux pour le futur débarquement du jour J, le coût humain fut difficile à supporter pour le Canada. À l'époque, un pays relativement petit, de seulement 11 millions d'habitants. La rédemption des forces canadiennes viendrait au moins le 1er septembre 1944, lorsque leurs soldats marchèrent triomphalement dans Dieppe en tant que libérateurs. Cependant, la guerre laissa une marque durable sur la petite ville côtière. « Dorothy, que fais-tu debout à 7 heures? Il est 4 heures du matin. »« Agnès, est-ce que tu entends ça? Ce sont des coups de feu. Non, ce n'est pas possible. J'ai cru que la fichue guerre avait recommencé. On dirait que ça vient de la plage. Oui, là où tous ces pauvres garçons canadiens sont morts il y a 10 ans. J'ai entendu dire que c'était terrible. Le 4 août 51, Dieppe était devenu un lieu de vacances populaire pour des touristes comme Dorothy Denton et sa belle-sœur Agnès. Se reposant
après une journée de baignade et de bronzage, Dorothy fut réveillée dans les premières heures du matin par des sons étranges provenant de la plage voisine. Portés par le vent étaient des bruits de coups de feu, d'explosions, d'avions rugissants et de cris d'hommes. Environ 20 minutes plus tard, Agnès la rejoignit sur le balcon de l'hôtel. Les deux femmes écoutèrent ce qui ressemblait à une bataille acharnée pendant 3 heures, avant que les sons ne disparaissent avec l'aube. Elles consignèrent leur expérience, offrant des notes détaillées sur le déroulement et le timing des bruits fantômes. Étrangement, selon la Society of Psychical Research, leur récit correspond presque parfaitement à la manière dont le raid de Dieppe s'était réellement déroulé. Il s'avéra que l'hôtel où séjournaient les deux femmes se trouvait près de ce que les planificateurs de l'opération Jubilee avaient appelé Blue Beach. C'est ici, 9 ans plus tôt, qu'environ 556 hommes du Royal Regiment of Canada débarquèrent après un retard de 20 minutes, perdant ainsi l'écran de fumée protecteur. Lorsque les dernières troupes furent évacuées de la plage vers 14 heures, 200 hommes avaient été tués et 264 capturés. Aujourd'hui, il est difficile de croire que Dieppe fut le théâtre de l'un des plus grands drames de la Seconde Guerre mondiale. Ces plages ensoleillées, accueillant désormais des milliers de visiteurs joyeux. Pourtant, d'étranges histoires persistent encore. Rire. Les êtres humains dépendent fortement des 5 sens, le toucher, l'odorat, la vue, le goût et l'ouïe, pour interpréter et comprendre le monde qui les entoure. Cependant, malgré la précision de ces sens, il n'est pas si difficile de les tromper. Tout comme la lumière et les ombres peuvent tromper nos yeux et nous faire voir des choses qui ne sont pas là, divers facteurs environnementaux peuvent également tromper nos oreilles. Les ombres acoustiques sont définies comme des régions où les ondes sonores sont fortement réduites ou absentes, en raison de l'obstruction du trajet sonore par un objet ou une barrière. Ces barrières sonores peuvent prendre de nombreuses formes, telles que des variations géographiques, des bâtiments, des changements de température atmosphérique ou même des courants de vent, tous capables de modifier la manière dont le son est perçu par l'oreille humaine. Lorsqu'elles se produisent, ces ombres acoustiques ont un impact profond sur la façon dont plusieurs personnes, parfois à seulement quelques mètres les unes des autres, peuvent percevoir et interpréter les ondes sonores. Un exemple bien connu fut enregistré pendant la bataille de Gettysburg. À l'étape culminante de la bataille, plus de 150 canons confédérés bombardèrent le centre de l'Union dans le plus grand tir d'artillerie de la guerre civile. Le bombardement était si gigantesque que des citoyens de Pittsburgh rapportèrent avoir entendu le grondement lointain des canons à plus de 240 km/h. Curieusement, des soldats et des civils, à seulement 16 km de l'épicentre de la bataille, n'entendirent absolument rien. Les collines, vallées et forêts denses de la région annulèrent les ondes sonores dans certaines zones, tandis qu'ailleurs, elles purent voyager sans entrave sur des centaines de kilomètres. Bien que la science derrière les ombres acoustiques soit solide, elle ne semble pas expliquer les aspects plus viscéraux de ces histoires, dans lesquelles des gens entendent les sons de bataille au passé, comme si, selon cette théorie, ils entendaient une vraie bataille ayant lieu à ce moment-là, mais très loin. Elle n'explique pas non plus les Anglais qui virent des silhouettes fantomatiques dans le ciel, des voix chuchotées à leurs oreilles, ni les autres apparitions observées dans des lieux comme Gettysburg. Il existe une autre théorie dans le domaine des études paranormales, ce que l'on appelle la théorie des enregistrements de pierre, Stone Tape Theory. Le concept suggère que les expériences émotionnelles ou traumatisantes peuvent laisser une empreinte dans l'environnement naturel, physique. Au centre de cette théorie, comme l'indique son nom, se trouvent les pierres et divers types de roches que certains croient capables d'enregistrer des souvenirs. Agissant comme un magnétophone, ces roches seraient capables, à certains moments, de projeter ces souvenirs dans le monde, produisant ainsi des apparitions fantomatiques ou des sons.
quelle que soit la véritable cause de ces expériences, et qu'elles continuent ou non de se produire de nos jours, une chose demeure vraie. Il y eut au moins un moment dans l'histoire où ces sons étranges furent entendus par de nombreuses personnes, les hommes qui vivaient réellement ces événements et dont les vies prenaient fin sur le champ de bataille. Merci d'avoir regardé, merci d'avoir écouté, pour votre abonnement, vos likes, vos partages de la vidéo. Que Dieu soit avec chacun d'entre vous, quoi que vous traversiez, et je vous retrouverai dans le prochain épisode.